Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point de lecture et ouais il va être quand même un peu costaud et en même temps vous présenter les deux nouvelles venues. Oui je sais, encore. Normalement là si je vais en caser une il ne resterait plus qu'une place mais je vais éviter un maximum de l'utiliser. Déjà il faudra que je remplisse ça parce que là c'est en attendant que je mets ça. Ça c'est un jeu que j'ai commencé, il est très chouette. Si vous aimez les enquêtes etc, moi j'étais à fond dedans, j'en ai fait qu'une pour l'instant. J'ai tranquille. Ça, c'est un jeu qu'on m'a prêté, mais je le ferai jeudi 14 juillet, enfin mercredi 14 juillet, en principe, parce que entre ce que je dis et ce que je fais, voilà. Et ça, je l'ai pas encore commencé. Donc j'en ai un nouveau, mais j'ai oublié de le prendre. Tant pis. Bref, on va commencer par tout ce qui est graphique, si vous voulez bien. On va commencer par le commencement. Hop. Bah, je vais commencer avec celui d'aujourd'hui. La fête des ombres, le tome 1 de l'atelier Sento aux éditions Iseki Nicho. Acheté chez ma libraire adorée. Et quand je l'ai fini, j'ai dit mais je veux le tome 2. En fait, on suit une jeune fille qui voit des ombres en fait. Et le principe, c'est de ce que j'ai compris, parce qu'on est qu'au tome 1, le principe, c'est que ceux qui voient des ombres doivent s'occuper de cette ombre pendant un an. Au bout d'un an, ces ombres disparaissent. Le truc, c'est qu'apparemment, avec la première ombre qu'elle a eue, ça a été une catastrophe. On ne sait pas exactement quoi, le prologue en tout cas nous fait comprendre ça. Et la deuxième ombre qu'elle rencontre, du coup, on suit un peu son parcours avec elle, plus ou moins. Et vu ce qui se passe à la fin du tome 1, je me dis que on est loin de tout savoir sur les ombres. Même elle, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui est bizarre avec ces ombres. Pourquoi elles disparaissent au bout d'un an et pourquoi dans son cas à elle il y a un truc un peu spécifique. Je pense que la réponse va être donnée dans le tome 2, sachant que j'aime beaucoup les graphismes. Ça donne à peu près ça. Bon, j'espère que j'ai pas trop spoilé non plus. Je vais peut-être prendre un peu plus au début. Voilà. Sachant qu'ils sont de moins en moins, apparemment les personnes pouvant s'occuper de ces ombres sont de moins en moins nombreuses et ça pose problème. Et en fait, sa mère ne voulait pas qu'elle passe son temps à s'occuper des ombres et qu'elle fuit un peu ce pouvoir-là. On sait pas non plus pourquoi, et le truc c'est que il va falloir attendre le tome 2 pour savoir. Je n'ai pas encore regardé si elle est sortie, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ce qui se passe dans ce premier tome me donne vraiment envie de lire la suite. Ouais, il y a des questions qui se posent. Voilà, on va dire ça. J'ai pas trop envie d'en parler parce que il fait quand même 80 pages, mine de. Il a pas l'air comme ça, mais il fait 80 pages. Et ouais, j'ai très très envie de lire la suite. Et j'étais frustrée de ne pas l'avoir avec moi. Mais bon, j'ai lu Beautiful Man in Material Room de Sayo Okada aux éditions Box of IDP. Alors c'est les mangas gratuits là. Et ouais, celui-là j'ai plutôt bien aimé pour une fois. Parce que en fait c'est un recueil de nouvelles déjà. Et pour une fois j'étais là en mode ouais pas mal, pas mal. La première nouvelle c'est un monsieur, ils sont là sur la couverture, c'est un monsieur qui va se retrouver rétrogradé aux archives parce qu'il a refusé les avances de son chef. Et bref, je vais pas rentrer dans le détail. La deuxième c'est que je me trompe pas. La deuxième a moins marqué. Ouais, la deuxième a beaucoup moins marqué. Là, comme ça, en refeuilletant, ça me... Voilà, on va dire ça. La suivante, c'est avec en fait, un monsieur, son ami lui demande d'héberger son petit ami quelque temps. Sauf que de quelque temps, ça va aller à beaucoup plus loin. Et j'en dis pas plus non plus. C'est un peu cliché, soyons honnêtes. Hein. C'est un peu des nouvelles un peu clichés, mais moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Et il y en a une autre. Ouais, il y en a quand même 4 apparemment de nouvelles. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Il y a quand même 4 nouvelles. Hein. Bon, c'est un peu cliché, mais il était pas mal. Et pour une fois, ça allait pas beaucoup. Ça allait pas en dessous de la ceinture. Ça restait vraiment très soft. Vraiment sur le comportement humain aussi. C'était pas si mal. J'ai testé Sign of Affection, le tome 1 de Sue Morishita, aux éditions Akata. J'ai acheté le tome 2, donc c'est bon signe. Je verrai avec le tome 2 vraiment, parce que je me dis que ça peut être bien, mais il y a eu des aspects que j'étais moins emballée. Mais la base
J'aime bien la base puisque c'est quand même une jeune fille qui est sourde, qui va rencontrer donc ce jeune homme qui aime bien parcourir le monde. Et pour lui, en fait, cette jeune fille, c'est un nouveau monde à découvrir. Et le truc, c'est que elle a forcément une vision du monde très différente, elle a forcément un manque de confiance en elle. Elle va forcément tomber amoureuse de lui. Ça, c'est un peu cliché, on le sent arriver à des kilomètres. Mais il y a des choses qui me posent question dedans. Il a vraiment un comportement qui est pas du tout comme on l'imagine chez un personnage masculin. Du coup, ça me pose question aussi. Et j'aime bien parce elle est assez maladroite, leur relation, dans le sens où lui, il a sa vision des choses à lui et elle a la sienne. Elle ose pas forcément aller vers lui. Lui, il aimerait un petit peu provoquer ça aussi, quand même, chez elle, je pense. Enfin, j'imagine, parce qu'on n'arrive pas trop bien à le cerner. Et justement, il a cette facilité à aller vers les autres qu'elle n'a pas. C'est deux mondes totalement différents qui se rencontrent et c'est en ça que je trouve assez intéressant. Surtout qu'il parle un peu de cultures différentes parce qu'à un moment il voyage, il va partir en fait, un certain temps dans un pays étranger. Et elle va le voir discuter avec des touristes qui sont de passage au Japon, ce genre de choses. Et tu te dis, waouh, c'est vrai que le gars il est très très à l'aise quoi. Il arrive à s'adapter à n'importe quelle culture en un claquement de doigts. Et que elle, bah, c'est tout l'inverse. Elle a son petit monde très réservé à elle. Il y a le meilleur ami aussi que j'espère. C'est ça qui me perturbe un peu. Le meilleur ami de cette fille, déjà, moi, un meilleur ami me parle comme ça, je dirais ouais, non, ça va pas le faire. Mais en plus, il a ce côté que j'ai un peu peur de retrouver, que j'avais déjà eu dans des shoujo au tout début où j'en lisais. Ouais, je sais pas. On verra comment que ça se tourne, mais pour le moment, ça me plaisait bien. En termes de graphisme, c'est assez classique quand même, on va pas se leurrer. Voilà. C'est genre ça m'a étonnée. Parce qu'en plus, on a un petit cours sur la langue des signes. Dedans, on a une page où on nous explique qu'il y a deux langues des signes au Japon. Et laquelle ils ont choisi pour plus de simplicité ou ce genre de choses. J'ai oublié de vous montrer ce marque-page merveilleux que j'avais acheté au Furet. Donc je vous le remontre. Voilà. J'ai lu The Best. Les carnets de l'apothicaire, le tome 4, aux éditions Kiyun. Je vais pas prononcer les noms des mangaka. Qu'est-ce que j'aime cette série. En fait, je l'ai acheté, je vous jure que c'est très rare que je fasse ça, d'acheter un manga ou un livre même et de le lire tout de suite. C'est juste, les graphismes sont juste sublimes. L'héroïne est totalement barrée et j'adore ça. Lui, Jinchi. Alors là, à voir si j'ai bien... En fait, je m'attends tellement pas à ce qui se passe avec Jinchi que je me dis, est-ce que j'ai vraiment compris ou pas? Parce que voilà, c'est un truc assez incroyable. On arrive quand même dans un niveau, on monte en grade, j'ai l'impression, avec cette saga à chaque tome. Et on apprend des trucs, c'est hallucinant. J'ai juste envie de lire la suite, quoi. Ça m'agace de devoir attendre, mais j'adore. J'aime tellement ça. Et j'adore la relation entre l'héroïne et Jinchi parce que elle est tellement pas normale, cette héroïne. C'est comme ça que j'ai adoré les mini passages en plus qu'il y a en enlevant la couverture détachable, c'est juste incroyable. J'aime tellement ce manga. J'aimerais bien qu'ils sortent la version roman, le roman à l'origine de ce manga, qu'ils le sortent en français parce que moi je le lis d'office. Hein. J'adore. J'adore. Bref, je peux pas en dire trop, sinon je vais vous en révéler plein de choses, mais il se passe énormément de trucs dedans. Voilà. Lonely World, le tome 1 aux éditions Kiyun, dont je n'ai absolument pas entendu parler ou que ce soit, de Iwatobineko. On suit une jeune personne qui se retrouve dans un monde entouré de robots qui ont chacun une affectation. Chacun, ils ont une particularité. Et en fait, ce robot va prendre cette jeune fille sous son aile. Et en fait, elle n'a aucun souvenir. Elle ne se souvient absolument de rien. Et le but étant de comprendre pourquoi elle est la seule humaine restante et pourquoi elle n'a aucun souvenir. Enfin, elle a un seul souvenir en fait, mais elle ne sait pas à quoi ça correspond. Et voilà, là c'est vraiment un tome pour vous représenter l'univers. À la fin on commence à rentrer dans le vif du sujet et j'ai bien aimé quand même les graphismes.
J'ai trouvé ça assez sympa. Je lirai le tome 2 pour voir un peu vers quoi on va. Bah là, il y a quelques robots qui sont un peu expliqués explicitement. Et ouais, à voir comment que ça va se tourner. Il y a plein de potentiel avec ce manga en tout cas. Je vais pas en dire plus. Ensuite, je vais me garder les meilleurs pour la fin. On va commencer par le moins bon des romans. Un reflet de lune de Estelle Faye aux éditions Actu SF. En fait, ce roman, ils nous l'ont vendu. Alors déjà, j'ai galéré à l'avoir pour commencer. Il est poissard ce roman. Et en fait, on nous l'a présenté en nous disant vous retrouverez le personnage de Un éclat de givre, Chet, dedans, dans une nouvelle aventure. Voilà. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on le retrouve dans un Paris post-apocalyptique, mais en gardant le souvenir que j'ai de Chet. Eh bien non. Non, rien que dalle. Quand j'ai lu le Chet qu'elle nous présente, déjà au début, je m'étais dit c'est sûr que c'est Chet. On savait plus si on avait affaire à un homme ou une femme. Alors j'ai trouvé ça hyper bien fait. Honnêtement, Estelle Faye, elle a l'art d'écrire, elle a une écriture qui est absolument dingue. J'adore son écriture. Là-dessus, rien à dire. Le problème que j'ai avec ce roman, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu bordélique. Ou alors son écriture m'a tellement apaisée que j'ai pas réfléchi, que à des moments je déconnectais, je m'endormais même presque. Désolée, je sais que c'est un peu dur ce que je dis, mais en fait, j'ai pas réussi à suivre Chet. J'ai pas réussi à le suivre du tout. On nous dit qu'il est dans un Paris post-apocalyptique, qu'il y a des doubles et qu'il enquête pour savoir pourquoi il y a des doubles qui commettent des meurtres. Le problème étant que les doubles apparaissent beaucoup trop tard selon moi, pardon. Ils apparaissent hyper tard je trouve dans le roman. Et en fait on découvre un Chet qui est très... j'ai un petit peu exagéré dans l'idée, mais grosso modo il se sent ni homme ni femme. On a l'impression que voilà, il s'est créé comme un double parce qu'il a vécu, on sent qu'il a vécu des choses difficiles, on sent qu'il est poissard, ça c'est sûr et certain. Et il a ce rapport avec sa ville qui est assez très très intime. Et j'ai jamais compris en fait ce rapport-là intime entre les deux. Pourquoi lui et la ville de Paris sont aussi liés et quel est le rapport avec tout ce qui se passe en fait. Jusqu'au bout, je n'ai pas compris. Et le lien avec les doubles, parce que, enfin, je vous raconte pas le dénouement de tout ça, mais le rapport des doubles avec le reste de l'histoire, je ne l'ai jamais compris. Donc je suis un petit peu tombée des nues, déjà que j'étais pas hyper convaincue par le roman, mais alors là, j'avais l'impression d'avoir lu tout ça pour pas grand chose. Heureusement qu'il y a l'écriture de Estelle Faye. En fait, c'est ce que je me suis dit. Sans l'écriture de Estelle Faye, je l'aurais peut-être pas fini, honnêtement. Maintenant, j'ai bien aimé quand même le fait qu'elle aborde un personnage qui se transforme, parce qu'en fait, Chet, dedans, c'est pas un secret, il se transforme en femme pour chanter, pour monter sur scène, et c'est un moyen pour lui de s'oublier, d'oublier tout ce qu'il a vécu, etc. Il est mentionné quelque chose, et à la fin, il y a un épilogue qui fait qu'on nous donne une info et elle n'est pas traitée au final. J'ai trouvé ça dommage aussi. Et... disons qu'il y avait un potentiel et que je l'ai pas eu. Voilà, le potentiel je l'ai pas eu. J'ai pas eu du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai eu l'impression de dire un jeu, ouais, plus ou moins le journal intime de Chet, quoi. Et j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu... Enfin, j'avais même pas d'idée précise, mais déjà on vous présente un résumé, on vous dit qu'il va enquêter sur ses doubles, sauf qu'au final il enquête pas vraiment, il passe son temps en mode survie à fuir des gens qui veulent le tuer et où se retrouve au milieu de guerres de clans plus ou moins. Je sais même pas si on peut appeler ça une guerre, mais on a l'impression qu'il est partout où il passe, il est pas apprécié, enfin c'est... je sais pas. Je sais pas. Par contre, c'est un personnage très sensible, très très sensible. Et étonnamment, il y a une scène où... ouais, il y a eu une ou deux scènes où on vous fait comprendre que Chet va passer la nuit avec le personnage à qui il est, et ces scènes-là... En fait, déjà que j'étais pas vraiment dedans, ça en plus, non. Non, désolée Estelle Faye, sur ce coup-là, je te suis pas. Faudrait peut-être que je le relise avec peut-être une deuxième lecture, peut-être que ça serait différent, j'aurais peut-être une vision différente. Ce qui est dommage parce que le personnage de Chet, les réflexions qu'il a sont plutôt intéressantes, sont plutôt bien faites. L'écriture est
Je vous l'ai dit, l'écriture à des moments c'était des passages d'une poésie incroyable. Ça me réveillait, ces passages-là étaient tellement bien écrits que... Voilà, mais si je me concentre vraiment sur le fond et le contenu par rapport à ce qu'on nous vend, le rapport entre les deux, et j'ai pas vu le rapport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a aussi une volonté de faire... de parler d'écologie dedans, puisqu'on est quand même dans un monde post-apocalyptique où il y a un problème avec l'eau, il y a des crues tout le temps, et... Enfin bref, le problème c'est que je pense que comme on sait pas ce qui s'est passé avant en fait. On a l'impression de se retrouver plein dans un truc et on n'a pas les infos d'avant et on nous vend pas on nous donne pas la résolution au final. D'ailleurs, il y a un passage où c'est clairement écrit que non, vous n'aurez pas ce que vous pensez lire. Bon, moi, je suis prévenue. Là, sur ce passage-là, ça m'a pas encore trop gênée, honnêtement, par rapport aux autres. Et peut-être que j'étais plus très étonnée d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. En fait, tu sais, t'es vraiment le poissard qui se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, c'est comme si ils disaient oh là, je vais avoir des ennuis, je vais y aller. C'est un peu ça l'idée. Bref, je suis pas convaincue. Je suis pas déçue, pour autant. Enfin, déçue aussi, mais c'est pas une mauvaise lecture, puisque je l'ai fini. Si je l'avais fini, c'est que c'est quand même bon. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui est pas passé. Heartstopper, le tome 4 de Alice Oseman, chose sérieuse. Ah, que j'ai du mal à le trouver ce livre, mon dieu. Bon, les graphismes sont toujours aussi choupis. Ici, on avance dans l'histoire. Et cette fois-ci, alors pour les 3 premiers tomes, on avait quand même des choses ici très, très mignonnes, très jolies, sans être niais. C'est très très important, il ne faut pas que ce soit niais. Là, c'est pas niais du tout. Et dans ce tome 4, là justement, on commence à aborder les problèmes qu'il peut y avoir dans un couple. Et surtout pour... j'ai pas envie trop de rentrer dedans parce que j'adore le personnage de Charlie. Enfin, les deux, je les adore, les deux. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais Charlie, j'ai toujours trouvé hyper touchant. Je me suis toujours dit, c'est un personnage, tu peux creuser encore et aller chercher d'autres trucs. Et c'est ce qu'elle fait là. Et honnêtement, l'autrice a fait des recherches sur le sujet qu'elle traite, qui est quand même grave. C'est un sujet grave. J'ai trouvé ça génial. Et elle a mis des extraits des recherches qu'elle a faites sur le sujet, donc c'est vraiment bien traité. On vous parle aussi de choses, elle casse aussi des mythes, selon lequel, par exemple, le mythe qui dit que à partir du moment où tu es amoureux, tu peux sauver la personne que tu aimes, l'amour suffira. Elle dit, dedans, c'est clairement dit non. Et d'ailleurs, dans le texte à la fin qu'elle a écrit pour de remerciements, elle a fait exprès de le faire parce qu'elle en avait ras-le-bol de voir le nombre de films et de séries et de bouquins où on te dit l'amour rend plus fort. Non, ça ne suffit pas forcément. Il y a des choses sur lesquelles tu as besoin d'autres personnes, de personnes extérieures même à tes proches. Là, c'est le cas ici, c'est hyper bien fichu. J'adore. J'aimerais bien que la sœur de Charlie soit plus exploitée, par contre. Il reste un tome, il y a moyen. Parce que franchement, la sœur de Charlie, je l'aime beaucoup. Ou alors un spin-off sur la sœur de Charlie, je sais pas, faites quelque chose, mais je l'aime beaucoup. Le frère de Nick, j'ai envie de le baffer, voilà, c'est une pourriture. Hein. Et ouais, je les aime tous les deux. Il y a une communication au sein des deux qui est juste incroyablement belle, bien faite. Alors par contre, j'ai vu que maintenant dans les bouquins, ils mettaient des attentions sur les thématiques abordées dans le bouquin, mais ils le font bien. Je trouve que c'est bien fait. Ils te le mettent sur une page où c'est toi qui choisis si tu le vois ou tu le vois pas. Moi, ça me va comme ça, honnêtement. Par chapitre, ça m'aurait gêné, mais là, comme ça, je trouve que c'est bien fait. Je suis pas la seule à le dire. Maintenant, j'avoue que j'ai été étonnée quand j'ai reçu le bouquin et que j'ai ouvert et que j'ai vu la page avec les mentions. J'ai dit, mais dans Heartstopper, il n'y a pas ça. Et en fait, si. Mais c'est hyper bien abordé, sans être moralisateur, sans jugement, sans... c'est des faits, quoi. C'est des faits, ça existe. Et ça donne des solutions peut-être pour des personnes qui le vivraient ou qui connaîtraient des gens qui vivent ce genre de choses. C'est juste hyper bien fait. C'est pas très... Alors, il y en a certains qui diront peut-être que c'est pas traité en profondeur, mais bon, vu la pavasse, voilà. Moi, je pense que c'est abordé juste comme il le faut. Parce que c'est principalement abordé du point de vue de Nick.
pas beaucoup du point de vue de Charlie, et il s'est expliqué pourquoi dedans. Il y a une nouvelle aussi bonus sur deux profs, je les aime bien. Ils sont très peu abordés, mais je les aime bien. Et en plus, la nouvelle bonus, c'est juste des moments de vie d'un couple, les premières fois plus ou moins, quoi. C'est trop mignon, j'aime bien. J'adore cette série parce elle est juste et ça me suffit amplement. Elle va être adaptée chez Netflix en série télé, apparemment. Enfin, série télé. Alors, vous voyez ce que je voulais dire. Bref, je suis contente. And the Reader is, sur l'écorchure de Thémo de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir dans la collection Chat Blanc. Nous suivons un frère et une sœur. La sœur, Emma, 18 ans. Elle adore lire, elle est très littéraire, elle tient un blog qui s'appelle Mots écorchés. Et en parallèle, on suit Sid, 17 ans, qui est... comment dirais-je, son exact opposé. Il est toujours en vadrouille, toujours dans l'action, toujours avec des potes, à des soirées, ce genre de trucs. Et il a arrêté l'école, enfin bref, vous voyez genre. Sauf que ces deux adolescents sont frères et sœurs, et que ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus, pas écrits, rien, zéro, que dalle. Sauf que, suite à un événement, ils vont se recroiser, et à partir de là, leur vie va être chamboulée. Parce qu'en fait, est-ce que je peux le dire, ça? Voilà, si je peux le dire. Il y a eu un accident qui les a éloignés l'un de l'autre. On ne sait pas dans quelle mesure. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on lit le bouquin du point de vue des deux, en fait. Et tout doucement, au fil des chapitres, l'accident est mentionné, mais on ne sait pas exactement quoi, jusqu'au moment où c'est dit clairement ce qui s'est passé. Et... jusqu'où je peux aller, c'est ça le problème. Et je trouve que l'histoire a été hyper bien traitée, franchement, enfin, c'est Pascaline Nolo après. Déjà, alors l'héroïne, moi c'était rien que pour ça que j'avais craqué, parce que c'est pas forcément ce que je lirais en temps normal, mais rien que les extraits de bouquins qu'il y a dedans, c'est hallucinant. Il y en a beaucoup, je trouve, mais bien choisi. Est-ce que je vais trouver une page avec des citations? Voilà, il y a du Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, Baudelaire forcément. Dès que j'ai vu les premières lignes du poème de Baudelaire, j'avais même pas vu que c'était Baudelaire, je savais que c'était lui tellement je l'ai lu. Bref, en fait, elle s'exprime par le biais de citations, elle connaît les livres par cœur, alors ça moi j'aimerais bien. J'adore les surnoms que le frère et la sœur se donnent, je trouve ça trop mignon. C'est exactement ce qu'on serait capable de faire dans ma famille, je pense. J'ai bien aimé l'évolution des deux personnages dedans. J'ai envie de dire merci à la meilleure amie de Emma d'être présente, d'être là. Et c'est très compliqué de parler de ce livre en fait. J'ai peur de vous spoiler des trucs parce qu'il y a... Honnêtement, déjà j'étais passionnée parce que je lisais à tel point qu'au boulot j'avais tendance à pas regarder l'heure, ce qui était une mauvaise idée quand même. Mais à un moment donné, il y a eu ce mot-clé qui a été mis pile au bon moment et j'étais là, non, c'est du contemporain jeunesse, hein, mais je m'y attendais pas à cette révélation. Pascaline Nolo en a très bien parlé, on sent qu'elle a fait des recherches. J'ai appris quelque chose d'ailleurs par ce biais. Je l'ai pas vu venir, j'en ai parlé un peu avec mes parents comme ça, et mes parents connaissaient pas non plus la différence entre deux mots. Je peux pas trop en parler. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'un et l'autre vont découvrir des choses sur eux, et du coup ça va les rapprocher. Parce que c'est pas un secret, hein, de toute façon, c'est marqué au dos. Après, on se doute que ça va bien se finir. Honnêtement, je l'ai acheté, je savais que ça allait bien se finir. C'est pas un secret. Maintenant, le cheminement est de plus intéressant. Comment réparer des quiproquos, quoi. C'est un peu ça l'idée. Enfin, un quiproquo, c'est même pas des quiproquos, c'est encore plus complexe que ça. Mais comment réparer toutes ces choses qui se sont produites, qui les ont éloignés l'un de l'autre et qui du coup ont eu des répercussions sur la famille. Et le pauvre Sid, j'avais mal au cœur pour lui parce que je me suis dit, le pauvre il s'en prend plein la tronche, mais au final, tout le monde s'est concentré sur Emma et lui, il n'y a personne qui s'est rendu compte de quoi que ce soit. C'est hallucinant. Personne ne s'est dit que lui aussi pouvait être une victime collatérale quand même de l'accident, même si lui, pour le coup, physiquement, il a rien, contrairement à sa sœur, c'est vrai. Mais
il a quand même des séquelles. Il a quand même des répercussions qui sont assez, assez violentes et on s'en rend compte. Même par son comportement, rien que ça. Il y a plein de trucs. Enfin, Sid est adorable. Très vite, on s'attache à Sid, on se rend compte. J'ai adoré d'ailleurs parce que Pascaline Nolot a quand même adapté son style d'écriture en fonction de qui s'exprime. Et l'expression de Emma est vraiment très littéraire, alors que Sid il est vraiment sujet, verbe, complément. Il a vraiment l'expression d'un ado qui va plus à l'école et qui voit tout le temps ses potes, qui est tout le temps en soirée, jamais chez lui. La façon dont il parle, dont Sid ressent les choses en tout cas est assez violente, je trouve. La psychologie de Sid a été, enfin des deux a été hyper bien faite et wow. C'est génial. Je les ai adorés. Ils sont tellement complémentaires en fait. C'est un frère et une soeur tellement complémentaires. Et on se dit au fur et à mesure des pages, on se dit mais quel gâchis, une relation si belle entre un frère et une soeur gâchée par un accident. Et quand on découvre l'accident, on se dit wow. C'est moche en plus, ça part d'un truc... honnêtement, il est pas loin du coup de cœur. Pas loin. Qu'est-ce qui lui a manqué pour que ça soit un coup de cœur, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je saurais jamais dire. Et honnêtement, quand je l'ai fini, je me suis dit j'aurais bien aimé un épilogue ou quelque chose. Est-ce que c'est déjà pas un épilogue d'ailleurs? Attendez. Non, c'est pas un épilogue. Mais j'aurais bien aimé un épilogue. Parce que vu comment que ça se termine, on va dire bah... Autant pour Emma, on s'inquiète pas trop, étonnamment. Je m'inquiétais pas trop pour Emma. Autant pour Sid, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé un petit épilogue, voir comment que ça se passe après. Mais bon, c'est déjà tellement beau. Et ça m'étonne pas qu'il ait reçu le prix des Aliénales. C'est même pas étonnant. Après, c'est Pascaline Nolot, hein, voilà, on le sait. Donc un livre, ça faisait 2 ans qu'il était dans ma pile à lire quasiment. Tout va bien. Voilà. Sur ce, c'est déjà pas mal. Hein. Vous aurez une vidéo point réception parce que mine 2, il y en a quand même. Ils sont pas... Je sais plus où je les ai mis, mais je sais qu'il y en a. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!